Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Un Zoom aujourd'hui dédié à une théorie dite complotiste, le grand remplacement. Pour en parler, notre invité, un habitué des plateaux de TV Liberté, Jean-Yves Le Gallou, bonjour. Bonjour Pierre Bergerot. Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, président de l'Institut Polémia, également l'animateur avec Nicolas Faure de l'émission Immédiat sur TV Liberté. Jean-Yves, vous nous présentez cet ouvrage, L'invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement aux éditions Via Romana. Jean-Yves, on entend souvent les élites politiques européennes du nord et de l'ouest de notre continent parler, définir notre identité ethnique en faisant référence aux invasions barbares entre le 3 et le 3e et le 6e siècle. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette référence pour dire, voilà, l'Europe est métissée à l'origine, dès l'origine? Alors, c'est je dirais, doublement faux, parce que ce qu'on appelle les invasions barbares, effectivement, qui peuvent être les invasions germaniques ou les invasions scandinaves, c'est une affaire entre Européens. Entre Européens, c'est-à-dire que par exemple, Clovis et les Francs étaient peut-être des barbares, mais ils se sont totalement coulés dans la romanité. Donc, ce n'est pas un métissage, ce sont des peuples européens qui se sont rencontrés, en l'occurrence d'ailleurs s'agissant de la France. S'agissant de la France, ce qu'on appelle les invasions barbares, ça a modifié le substrat de la population française à hauteur de quelques pourcents sur quelques siècles. Et il y a une histoire de la population française écrite par un grand démographe, Dupaquier, dont je recommande la lecture. Donc quelques pourcents sur quelques siècles, avec des Européens en Europe. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, où ce sont 20% en quelques dizaines d'années. Là, j'ai raisonné à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe. Le peuplement européen, tel qu'il existe aujourd'hui, remonte à plus de 5000 ans. Il remonte aux migrations indo-européennes et il n'a pratiquement pas bougé depuis. Sauf de manière tout à fait marginale. Et donc on a eu une population européenne stable, avec parfois des échanges entre différents peuples européens, voire des conflits bien sûr, alors qu'aujourd'hui, en quelques dizaines d'années, c'est un bouleversement considérable avec des gens qui arrivent avec des origines raciales, des origines religieuses, des origines civilisationnelles différentes, sinon radicalement différentes des nôtres. Donc ça n'a rien à voir. Une grande stabilité du peuplement jusque dans les années 60, un grand bouleversement depuis les années 1960. Alors justement, vous l'expliquez très bien dans votre ouvrage, à partir des années 60, tout a basculé. Est-ce que les décolonisations sont à elles seules l'élément déclencheur, Jean-Yves, des migrations du monde africain et musulman vers l'Europe? Non, je ne crois pas. Alors, il y a plusieurs manières d'approcher le problème. La première manière, c'est de considérer les différences de pression démographique. Il y a une moindre natalité en Europe, ce qui est d'ailleurs relativement normal. C'est une adaptation à l'allongement de la vie, notamment, et au fait que l'espace est limité. Et il y a une très grande dynamique démographique en Afrique et dans le monde arabo-musulman. Bon, il faut savoir que l'Afrique, c'est 100 millions de personnes en 1900, c'est 1,4 milliard maintenant. Donc, on peut dire que la colonisation et les bienfaits du monde européen, du monde occidental, des médicaments, ça leur a rendu de grands services. Ça, c'est la première donnée, la donnée en grande masse démographique. Mais ça ne suffit pas à expliquer. Je crois que ce qu'il y a surtout, c'est un appel d'air en termes de facilité de la vie. Les régimes sociaux. On vit mieux en Europe qu'en Afrique, c'est sûr. Et les régimes sociaux, particulièrement pour la France, qui a des régimes particulièrement attractifs et qui offre quand même ce paradoxe extraordinaire d'avoir des régimes sociaux qui sont basés sur un prélèvement
sur un petit territoire, les 550 000 km² de l'Hexagone, et qui peuvent de facto bénéficier à une partie du monde entier, ce qui n'est évidemment pas tout à fait durable, et même pas durable du tout. Et alors justement, vous développez aussi l'idée selon laquelle, évidemment, à partir des années 60, la France, en pleine reconstruction, a besoin de main-d'œuvre et c'est dès lors le patronat qui va inciter, en tout cas les représentants du gouvernement, à faire venir de la main-d'œuvre. Oui, alors il y a une responsabilité du patronat qui est tout à fait incontestable, notamment sous la période Pompidou. Le patronat a fait venir une immigration au départ de travail. Ensuite, cette immigration de travail qui avait comme vocation, au fond, d'être là à titre provisoire. Les gens venaient, ils travaillaient, ils repartaient. On est passé à une installation quasi définitive et une migration de peuplement avec le regroupement familial et les entrées au titre de ce qu'on appelle l'immigration humanitaire. Sachant que le patronat continue toujours d'être favorable globalement à cette immigration pour une raison très simple, c'est que ça permet de peser à la baisse sur les salaires. Alors on voit ça dans différentes corporations, on a pu voir ça notamment dans le bâtiment, dans la restauration, on voit ça aujourd'hui dans tout ce qui est distribution par Internet, et vous voyez des grandes plateformes où le client est en contact avec des robots quand il commande, et à la fin il est en contact avec un esclave quand il est livré. Je pense par exemple à des plateformes type Amazon ou Uber Eats qui profitent de bas salaires, de bas revenus. Pour quelle raison ? Parce qu'il y a une main-d'œuvre très abondante. Et pour quelle raison il y a une main-d'œuvre très abondante ? Parce que les frontières sont ouvertes. Et dernier facteur de cette migration du monde africain et arabo-musulman vers l'Europe, vous le citez, c'est la pression qu'exerce l'idéologie des droits de l'homme avec une propagande médiatique, ce que vous appelez une tyrannie des juges qui engendre cette culpabilisation permanente. Alors, on a à la fois la culpabilisation permanente et effectivement un droit qui est un droit fondé sur les intérêts des individus et qui ne permet plus la défense du droit à l'identité des peuples, et qui est un droit qui descend en cascade, puisque vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui prend un certain nombre d'arrêts de principe qui sont eux-mêmes traduits en droit français par le Conseil constitutionnel, avec le Conseil d'État, la Cour de cassation, des jurisprudences. Par exemple, le regroupement familial, Giscard l'a autorisé, puis a tenté de l'interdire, et finalement c'est une décision du Conseil d'État qui l'a imposé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80 voire 90% de la législation française sur l'immigration, ce sont les juges qui la font. Et c'est un peu vrai aussi, mais à un moindre degré, dans les autres pays européens. Alors, ce sont les juges, ce n'est pas le peuple, et ce ne sont pas non plus les élus. Alors justement, pour revenir sur cette théorie créée par Renaud Camus, le grand remplacement... Pour Renaud Camus, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. C'est un constat. Je me permets de me faire là son porte-parole. Bon, sachant que avec ce livre, on est un peu dissident, puisqu'on apporte un certain nombre de chiffres, alors que Camus ne s'intéresse pas aux chiffres. Il dit « ouvrez les yeux, regardez ». Voilà. Et il se méfie des statistiques, à juste titre, parce que les statistiques, c'est un exercice très difficile. Mais ce livre, précisément, essaye de montrer que ce qu'on voit, on le retrouve aussi dans les chiffres. Alors, justement, on va en parler des chiffres, Jean-Yves. L'invasion de l'Europe, c'est le titre de votre ouvrage. Est-ce que le mot invasion, c'est pas un terme trop fort, puisque on a toujours, au cours des siècles, évoqué ce terme dans le cadre de la guerre? Oui, mais les migrations non guerrières sont aussi importantes. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est qu'une invasion ? C'est l'arrivée massive de gens venus d'ailleurs que vous ne souhaitez pas.
Bon, or, Alors, c'est précisément venus d'ailleurs, ça. mais armés ou pas, et il y a des Français qui sont tout à fait favorables à l'arrivée de ces populations. Oui, mais bien sûr, mais... Ces gens-là ne sont pas armés, ils sont pour la plupart assez... Camus vous dirait qu'il y avait des Français qui étaient tout à fait favorables à la présence de l'armée allemande aussi entre 39 et 40, entre 40 et 44. Pourquoi pas? Camus vous dirait ça. Moi, je cite Camus là en l'occurrence. Ouais. Bon, non, si vous voulez, il y a les clandestins. Ce sont des gens qui ne sont pas désirés, qui rentrent. Oui, qui violent le territoire, la frontière qui, quand française. ils reçoivent l'ordre de partir, ne repartent pas. Eh bien, ça, c'est une invasion. De même, quand vous avez eu 1 500 000 personnes en 2015 qui se sont précipitées sur les frontières de l'Europe, c'est un phénomène d'invasion. Quand vous avez des gens qui attaquent des murailles, attaquent des grilles dans les enclaves espagnoles en Afrique, c'est une invasion. Ou au Quand Maroc, vous avez des gens qui sortent d'un canot et qui courent sur une plage pour arriver, c'est une invasion. Donc l'invasion, elle est dans ce qu'on voit et elle est dans les statistiques. Quand vous avez en France, en 10 ans, le nombre d'entrées a quasiment doublé. On était sous le président Sarkozy à 200 000 entrées légales, on en est aujourd'hui à 260 000. On était sous Sarkozy un peu moins de 200 000, on est à 280 000, mais l'immigration légale, ça ne suffit pas. Il faut rajouter les 160 000 demandeurs d'asile, qui sont tous des clandestins. Il faut rajouter les 50 000 mineurs isolés, qui ne sont ni mineurs ni isolés. Donc on est aujourd'hui à des flux d'entrée en France à hauteur de l'ordre de 500 000 personnes. Donc c'est considérable. Alors on va vous dire, mais 500 000 personnes, ça n'est jamais qu'1%. Mais ce n'est pas exact, parce que c'est 500 000 personnes dans une tranche d'âge donnée, entre 20 et 40 ans, et principalement des hommes. Alors vous avez, en termes de chiffres, Jean-Yves, après l'immigration, il y avait la démographie. Il y a ce chiffre en France, plus de 20% de la population n'est plus ni d'origine ni de civilisation européenne. En Allemagne, 1 habitant sur 3 de moins de 20 ans est en lien avec l'immigration. En Suède, 25% de la population est issue du monde non européen. Donc vous recoupez tous ces chiffres-là. Voilà, alors le livre, effectivement, présente une photographie de la situation dans les différents pays européens. Et vous avez tout à fait bien fait de citer la Suède, l'Allemagne, la France, qui sont des pays où aujourd'hui, effectivement, entre le 5e et le quart de la population appartient à une autre ère de civilisation que la civilisation européenne, ce qui est évidemment un problème absolument majeur. D'autant plus que ça veut dire que dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de territoires, on est à 50%, 60%. C'est-à-dire que là, on a véritablement un phénomène de colonisation. Une partie du territoire de l'Allemagne, une partie du territoire de la France, une partie du territoire de la Suède, pour ne citer que ces pays-là, mais on pourrait aussi citer la Belgique, on pourrait aussi citer les Pays-Bas, on pourrait aussi citer l'Angleterre. Là, je crois qu'on a fait le tour des pays les plus Alors justement, Jean-Yves, à côté de... C'est une forme de... c'est une autre civilisation, un autre peuple qui se met en place. À côté de cette Europe dite envahie, Jean-Yves, vous évoquez une Europe menacée, celle de l'Italie, l'Espagne, la Grèce. Pourquoi ces pays n'ont-ils pas été concernés par l'immigration, par l'immigrationnisme pendant aussi longtemps? Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, d'ailleurs, c'est que ces pays ont été longtemps des pays eux-mêmes d'émigration à l'intérieur de l'Europe. Hein? Oui, les Italiens partaient vers la France, voilà, les Espagnols, la Pologne, etc. Et ils ont mis du temps, d'ailleurs, à comprendre. Je me souviens des Italiens du MSI qui, à l'époque où ils avaient fait alliance avec Jean-Marie Le Pen, il y a une trentaine d'années, ne comprenaient pas la position du Front National sur l'immigration, puisque pour eux, ils ne voyaient pas le problème. Pas encore. Évidemment, aujourd'hui, leurs héritiers, ce soit Fratelli d'Italie ou la Ligue qui n'est plus du Nord d'ailleurs, qui est la Ligue tout court, ils sont conscients du phénomène migratoire. Donc la première raison, c'est qu'eux-mêmes n'étaient pas concernés
concernés pendant très longtemps. Ils ne sont concernés, on va dire, que depuis 20-25 ans. 2005 déjà, à peu près, oui, vous voilà, dites. Voilà. Même moins, vous voyez, même moins. C'est arrivé petit à petit, et là maintenant, ils sont concernés. Comment Alors, cette prise de pourquoi conscience ils n'étaient pas concernés? Parce qu'ils ont aussi des systèmes sociaux moins généreux que le nôtre, ou celui de la Suède, ou celui de l'Allemagne. Donc c'était moins intéressant de venir chez eux. Et enfin, ils sont concernés parce que ce sont des zones de passage. Ce sont des zones de passage. L'Italie, c'est quand même le grand flux parce que les îles italiennes sont tout près des côtes africaines. Libyennes. Elles ne sont pas très loin même des côtes turques ou de la Grèce. Et l'Espagne, c'est le détroit de Gibraltar, c'est le Maroc, c'est les enclaves espagnoles en Afrique. Donc, ils commencent à être concernés, à être menacés et à réagir. L'Italie a très bien réagi, puisque quand M. Salvini était ministre de la Ligue, était ministre de l'Intérieur, l'immigration clandestine a diminué de 80%. Malheureusement, depuis qu'il a perdu le pouvoir, eh bien, l'immigration clandestine est repartie vive. Alors, ils sont concernés comme pays de passage. Sauf qu'un pays de passage, donc il y a un certain nombre de clandestins qui rentrent chez eux et qui partent chez les voisins. Mais il y en a aussi un certain nombre qui restent. Et vous voyez aujourd'hui, dans les villes italiennes ou dans les villes espagnoles, une population, notamment africaine ou arabo-musulmane, que vous ne voyiez pas il y a seulement 15 ans. Et on avait entendu d'ailleurs le colonel Kadhafi, peu avant la chute de son régime, affirmer « Vous verrez, si mon régime tombe, l'Afrique se déversera sur l'Europe ». On voit aujourd'hui... On aurait mieux fait d'écouter le colonel Kadhafi que d'aller lui faire... Qui faisait lui-même la police sur son continent. Que d'aller lui faire une des nombreuses guerres catastrophiques, entre guillemets, de l'Occident, des guerres... américaines auxquelles les Français ont très largement participé et qui ont déstabilisé à la fois le Proche-Orient, l'Irak, la Syrie et puis la Libye. Ce sont ces guerres des États profonds qui ont contribué aussi à nourrir l'immigration, bien sûr. Et enfin, Jean-Yves Le Gallou, il y a cette Europe que vous qualifiez de résistante à l'immigration, c'est celle des pays du Visegrad, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne. D'où leur vient cet esprit de résistance à ces pays? Je crois que les élites de ces pays, les élites dirigeantes, y compris les hommes politiques, ont d'abord été sélectionnés par la dissidence au système soviétique. Donc, ils ont été sélectionnés par des épreuves un petit peu plus rudes que les classes politiques, que celles qu'ont pu rencontrer les classes politiques occidentales. Premier élément. Deuxième élément, c'est des pays qui ont bénéficié d'un certain point de vue, ça c'est une contrepartie, d'un certain conservatisme finalement de l'époque soviétique, conservatisme en termes de valeurs. Et donc vous avez des élites qui sont les élites polonaises, pas des élites politiques là, les élites polonaises, les élites tchèques, les élites hongroises, qui sont attachées à défendre finalement l'identité de leur peuple. Et qui le font de manière très simple. Vous savez, l'ancien président tchèque, Václav Klaus, qui a été un dissident tchèque à l'époque soviétique, qui a ensuite été plutôt libéral, qui a été Premier ministre, a écrit un livre sur l'immigration en Europe, qu'il a traduit dans 7 ou 8 langues. Et il était venu présenter son livre en France, et je lui avais demandé, mais que faut-il faire pour arrêter l'immigration selon vous? Et il m'avait répondu cette chose très simple. Il suffit de dire non. Il suffit de dire non. Et c'est ce qu'ont fait les gouvernants de Visegrad, c'est ce qu'a fait Orban. Il a dit non, nous n'en voulons pas. Et ils n'en ont pas eu. Et pour le moment, ça tient. J'espère que ça continuera à tenir. Parce que malgré tout, la propagande mondialiste, la propagande immigrationniste se répand aussi chez eux. Simplement, la différence entre chez eux et chez nous, c'est que chez eux, il y a une presse pluraliste.
C'est-à-dire qu'en Hongrie, en Tchéquie, en Pologne, il y a une presse politiquement correcte comme la nôtre. Sauf qu'il y a aussi une presse plus nationale, plus identitaire, plus conservatrice. Donc il y a un certain équilibre et les opinions publiques ne sont pas exclusivement façonnées par le politiquement correct. J'espère que ça durera. Justement, concernant le Premier ministre hongrois Viktor Orban et son parti, le Fidesz, comment vous expliquez que ce parti soit toujours toléré au sein du PP, le Parti populaire, le grand parti libéral du Parlement européen? Alors, je pense que les dirigeants de ce parti ont fait la balance entre le garder, le PP, d'en garder au sein du PP, Parti populaire européen, avec comme inconvénient d'avoir, entre guillemets, pour employer leur vocabulaire, un trublion en leur sein, et l'inconvénient de le chasser, qui en aurait fait le leader incontesté de l'opposition nationale et identitaire dans l'ensemble de l'Europe. Et donc, ça l'aurait sanctuarisé, et donc, ils ont choisi de cantonner le mal, en quelque sorte, tout en cherchant à l'éliminer en Hongrie. Concernant le monde politique, vous dénoncez justement la diabolisation, la stigmatisation de toutes les personnalités qui s'insurgent contre l'immigrationnisme. Pourquoi sont-elles systématiquement qualifiées de racistes ? Pour les faire taire et pour empêcher les gens d'en parler. Vous savez, il y a deux hommes de pouvoir qui viennent de publier 2 livres sur l'immigration aujourd'hui. Monsieur Stefanini, qui a été secrétaire général de l'immigration auprès du ministère de l'Intérieur, et Monsieur Leski, qui est patron de l'Office de l'immigration et de l'intégration. Tous les deux sont assez critiques sur les politiques suivies. Mais ils commencent par dire, notamment dans la 4e de couverture et l'intérieur, attention, surtout, il faut certes se garder des discours utopistes, mais surtout, il faut se garder des discours de haine, parce qu'ils ont la terreur d'être accusés de haine, de racisme, que sais-je encore. Et donc, il faut une description des faits assez juste et des propositions qui sont à la hauteur du 10e de ce qu'il faudrait faire. C'est quoi la définition du racisme, Jean-Yves Le Gallou? Parce que beaucoup de gens sont accusés de racisme, mais c'est quoi le racisme? Écoutez, le racisme, c'est une notion incapacitante, c'est une accusation incapacitante qu'on n'argumente pas. Vous n'avez pas d'argument. Vous dites quelqu'un, c'est raciste. Il va dire qu'il y a des différences entre les blancs et les noirs, ce qui est quand même assez évident, à différents points de vue. On va dire c'est raciste. C'est de hiérarchiser, c'est ça? Non, aujourd'hui, il suffit de dire que les Noirs et les Blancs sont différents, qu'il y a des différences entre les populations, on vous accuse de racisme. Ouais. Vous avez un professeur de médecine, qui est venu d'ailleurs chez vous, je crois, professeur Freyer, qui dans son cours expliquait qu'il y avait des différences entre les populations selon la prévalence des maladies et l'efficacité ou non des médicaments. C'est un fait scientifique. Il a été accusé de racisme. Il a évoqué un fait scientifique. Donc tout médecin doit prendre en compte pour mieux traiter les gens. Désigner l'ennemi, dites-vous Jean-Yves, est nécessaire pour un renversement radical, mais aujourd'hui, force est de constater qu'une grande majorité d'Européens ne voient pas les migrants, comme on dit aujourd'hui, comme des ennemis. Non, mais le problème, c'est pas de considérer les migrants comme des ennemis. C'est de combattre et de considérer comme des ennemis les immigrationnistes. Voilà. Et il ne faut rien leur concéder. Il ne faut rien concéder à la clique immigrationniste et il faut commencer par supprimer toutes les subventions qui la font vivre. Car, si vous voulez, le malheur, c'est que nous payons des impôts qui permettent de financer les immigrationnistes et l'immigration. C'est à cela qu'il faut mettre un terme. Contre le danger de ce grand remplacement, Jean-Yves, vous restez optimiste. Vous pouvez nous dire pourquoi? Parce que il n'y a pas de fatalité en histoire. Il y a toujours un moment où il y a des renversements de situation. Voilà.
Et donc, mais il faut être conscient d'une chose, c'est qu'on ne s'en sortira pas par des demi-mesures. On ne s'en sortira pas par des demi-mesures. Les demi-mesures permettent de régler le dixième du problème. Il faut changer de paradigme. Vous êtes d'accord, par exemple, avec Bruno Maigret, qui est pour l'établissement de lois d'exception pour rétablir radicalement la situation? Oui, je crois que cette notion de loi d'exception peut être utilisée. En tout, bien sûr, c'est ça la souveraineté. Est souverain celui qui décide des circonstances exceptionnelles. Aujourd'hui, nous faisons face à des circonstances exceptionnelles d'une invasion peut-être pacifique, en tout cas provisoirement pacifique. Face à cette invasion provisoirement pacifique, il faut prendre des mesures exceptionnelles et il faut donc changer nos paradigmes juridiques. Je dois dire d'ailleurs que les gens qui nous expliquent qu'on ne peut pas faire ceci ou cela pour l'immigration parce qu'il faut défendre l'état de droit, sont les mêmes qui approuvent, je pense aux gens du Conseil d'État par exemple, ou aux gens du Conseil constitutionnel, voilà des gens qui acceptent très bien qu'on interdise aux Français de sortir de chez eux, qui interdisent la liberté de circulation aux Français, qui vont nous dire « Ah, mais c'est impossible de renvoyer un étranger clandestin ». Ce sont les mêmes. Ça vous prouve l'hypocrisie de ces gens-là, ça vous prouve le mensonge du discours qui est tenu sur l'état de droit. L'état de droit, c'est un état de droit qui aujourd'hui sert à opprimer les Français et à permettre aux étrangers de nous envahir. L'invasion de l'Europe, les chiffres du grand remplacement, l'ouvrage de Jean-Yves Le Gallou, que vous pourrez retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Jean-Yves.